Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Samuel Belfré. Merci beaucoup Sirachid pour l'invitation. Ça vous fait plaisir de vous retrouver dans un... Vous êtes à l'aise sur un ring? Oui, je veux bien parce que l'échange, c'est un échange, une interaction. Si vous voulez... Interaction, interactivité pendant une petite demi-heure avec vous, ou une grosse demi-heure, ça dépend. Avec plaisir. Samuel Belfré, je rappelle que vous êtes directeur de l'École nationale supérieure des arts et métiers, Université Mohamed V, citoyen engagé, parcours d'engagement associatif et politique. Je rappelle que vous avez été également député de 2012 à 2016, de mémoire, et écrivain, auteur, parce que vous êtes mis aussi à l'écriture pour la lecture, et donc c'est peut-être le mélange entre le profil académique que vous avez et le profil aussi de politique, de par votre engagement. Débat en 3 rondes thématiques avec vous. Samuel Belfré, premier rang de moraliser ou mobiliser, et comment? Parce que je rappelle, moraliser pour mobiliser un virage politique capital pour l'Europe, c'est votre ouvrage, donc on va y revenir longuement dessus. Deuxième rang, notre champ politique est-il amoral ou immoral? Et enfin, troisième rang, politique et société civile par extension. Qui doit moraliser qui? Premier rang thématique avec vous, Samuel Belfré. Moraliser qui pour mobiliser comment? Parce que quand on parcourt votre ouvrage, c'est la centralité, c'est le fil rouge et le fil conducteur. On a l'impression que vous êtes à la fois pessimiste et à la fois optimiste en disant voilà, pessimiste parce qu'il y a une démobilisation quelque part qui vous inquiète et qui vous êtes un peu le lanceur d'alerte. Et en même temps, vous dites il y a un virage à négocier, il ne faut pas le louper. Je réitère, merci infiniment pour l'invitation et puis de parler une fois de plus de mon livre présenté dernièrement au Salon du Livre. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Mon approche s'inscrit dans une dynamique de constructive, analytique, c'est-à-dire c'est dans un état d'esprit positif pour essayer d'aller davantage vers un champ, vers une gestion de la chose publique efficiente et performante. C'est-à-dire c'est vraiment dans la construction objective et constructive et positive. C'est pas autre chose. Alors, lorsque vous avez décidé de vous pencher sur l'écriture de cet ouvrage moralisé pour mobiliser un virage politique capital pour le Maroc, c'est que vous considérez que le champ dans son ensemble est quelque part un peu miné, non? Oui, heureusement, je pense que tout le monde a sa propre lecture de l'état des lieux du champ politique national. Moi, le pourquoi du livre, c'était d'ailleurs une partie de la réponse, c'était pour mettre à contribution mon retour d'expérience dans la dynamique de développement à travers le partage de mon expérience avec les jeunes d'aujourd'hui qui feront le Maroc de demain, qui ont l'envie de plonger dans le monde de la vie politique. Moi, j'ai eu la chance de siéger, de vivre des moments de l'action et de l'exercice politique universitaire. Et c'est ce retour d'expérience, pour moi, il s'agit d'une synthèse, d'un postulat tiré de ma propre expérience personnelle que je voulais partager aussi bien avec les jeunes qu'avec... Et quand vous dites moraliser qui, je rappelle, c'est la thématique de ce premier round. Moraliser qui? Moraliser, ce n'est pas au sens très étroit, ce n'est pas au sens éthique de la chose, c'est au sens de levier garantissant l'engagement et l'adhésion et l'implication des citoyens dans la dynamique de développement. Donc ce n'est pas moraliser sur le terrain des valeurs, et de se dire voilà, il y a le respect des valeurs et de l'éthique. Moralisation, c'est تخليق الحياة السياسية. C'est-à-dire, c'est au sens de la priorisation de l'intérêt public à l'intérêt privé, c'est au sens du sérieux, de la probité, de l'exemplarité, parce que cela, pour moi, représente une condition nécessaire poussant le citoyen à s'engager dans la dynamique de développement. Est-ce que ces conditions sont réunies aujourd'hui à la lumière de votre dernier ouvrage, Samuel Belfré, conditions favorables pour un engagement citoyen de nos concitoyennes et concitoyens? Écoutez, en politique, je parle de la politique parce que c'est le moteur de la gestion d'une grosse partie de la chose publique. La perception que se fait le citoyen sur le politique est des fois beaucoup plus influente que la réalité elle-même. C'est-à-dire, les Marocains n'ont pas de problème avec le politique. Peut-être avec l'exercice ou la façon avec laquelle s'exerce la politique dans notre pays. Donc plus un problème avec la politique et l'exercice de la politique qu'avec le politique. Voilà, c'est ça. Le Marocain aujourd'hui, en fait, le schéma et la triangulation est très simple. Est-ce que le problème de développement est
est une problématique qui n'est pas simple, qui n'est pas concentrée. C'est-à-dire développement économique, est-ce que dans votre ouvrage, je vous dis voilà. Développement social et économique. Le développement, c'est le modèle social, c'est le modèle économique. Ce développement, ce n'est pas un problème concentré. C'est un problème, c'est une réalité très complexe, où le sociologique se mêle, se confond avec le politique, avec l'économique, avec l'éthique, avec le culturel également. Avec le culturel. Et c'est pour ça que les pays qui sont en voie de développement ont besoin, c'est une condition que j'estime nécessaire, qui est l'adhésion et l'implication des citoyens à un rythme très très poussé dans la dynamique de développement. Or, cet engagement, des fois, il est contraint par la perception des citoyens sur la façon avec laquelle la perception, se fait... Samir Belfry, ou la réalité de faits aussi, de politiques qui auraient fait défaut justement à l'éthique, au respect des valeurs, au respect de la morale partagée aussi, et qui fait qu'aujourd'hui il y a peut-être un climat de beaucoup plus de méfiance et de défiance que de confiance entre le politique et le citoyen. Écoutez, nous sommes en phase de construction. Je pense que le développement que notre pays a connu pendant les 2 dernières décennies, peut-être c'est le plus spectaculaire qu'il a connu pendant toute son histoire. C'est vrai, la construction du champ politique, il est toujours en cours. Il n'est pas encore fini, il n'est pas figé, on n'a pas atteint les résultats attendus. Mais il faut s'arrêter sur là où le bas blesse, sur les dysfonctionnements. Et c'est là où je reviens sur des institutions, sur le fonctionnement de certaines institutions, notamment représentatives, comme le Parlement, comme le Conseil régional, comme les communes, comme le Conseil supérieur de l'éducation, formation, recherche scientifique. De la recherche scientifique. D'ailleurs, vous avez été membre de ce conseil. Et également de l'action partisane, le fonctionnement des partis politiques. Et puis parce que alors cela m'a interpellé parce que je voulais faire un retour d'expérience. D'autant plus que notre société vit dans une espèce de transformation sociétale qui est portée par le digital, qui est portée également par une transformation démographique. D'accord ? Et cela, pour moi, m'a poussé à dire quelles sont les garanties, quels sont les leviers nécessaires pour garantir plus de production en termes de développement. Je vais vous donner un exemple très simple. Le développement, c'est le développement repose sur le capital humain. Le capital humain, c'est un capital économique. C'est un capital économique qui repose sur les capacités de production que chaque individu acquiert, soit via un don, soit par ses capacités de formation, son savoir-faire. Et de travail. Alors, de ce fait, ce capital humain, quand vous avez une famille par exemple, c'est la triangulation. Le livre, il repose sur une triangulation. La famille, le développement et l'économique. Et le développement, la famille et l'éducation. Pardon, cette triangulation, éducation, famille, développement. Cette triangulation, c'est ce que j'essaie de développer à travers les différents chapitres de ce livre. Alors, une famille dont l'un des 2 parents est instruit garantit à ses enfants plus de chances d'acquérir les capacités de production. Et par agrégation et par addition, c'est une création de richesse du pays dans sa globalité. Alors c'est ça ce que je suis en train de dire. Pour garantir à ces familles de s'engager, à ses parents de leur accorder plus de chances permettant à leurs enfants d'avoir plus de capacités de production, ils ont besoin d'acteurs politiques, d'institutions représentatives capables... De référents donc. De référents, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, les référents sont au rendez-vous pour donner du sens à ce que vous dites? Si vous me permettez, parce que là j'arrive au bout de mon raisonnement, parce que le politique, souvent, le citoyen a besoin de s'identifier. Il s'identifie dans l'exercice du politique. Et des fois, quand l'insatisfaction, des fois, n'est pas au rendez-vous, ça crée un désengagement.
C'est-à-dire ça crée une indifférence par rapport à la gestion de la chose publique. Voire un rejet. Je peux vous donner ça peut aller jusqu'à un rejet, ça m'est blessé. Ça peut aller également jusqu'à un rejet. Et les statistiques, des fois, dans les élections, enfin, dans des phases de notre processus électoral, en témoignent. Je peux revenir sur 2007. Vous vous souvenez que la désaffection des urnes, ou le désengagement, où le citoyen, des fois, il dit, il y a même des citoyens, des fois, qui disent est-ce que ça sert réellement, un parti politique sert réellement à quoi? Est-ce que le politique est utile? Voilà, exactement. C'est une question qui se pose. Valeur encore aujourd'hui. Est-ce qu'il est normal en 2024, je rappelle à la lumière aussi de votre dernier ouvrage Moraliser pour mobiliser un virage politique capital pour le Maroc, qui est une croissance du désengagement. Il y a différentes institutions. Il y a eu des consultations qui ont été faites dans ce sens. On voit qu'aujourd'hui, l'adhésion à une formation politique, l'adhésion à une centrale syndicale, aujourd'hui, on voit qu'il y a une décroissance de l'engagement. Est-ce qu'en 2024, que notre pays se retrouve dans cette configuration-là, on a l'impression que plus on avance dans le temps, moins les citoyens ont confiance aux organisations politiques, voire aux organisations intermédiaires? Premièrement, je ne parle ni de croissance de désengagement, ni de décroissance d'engagement. C'est moi qui en parle sur la base de chiffres et de tendances lourdes. Par contre, là où j'aimerais bien faire une précision, c'est que l'analyse, le diagnostic, l'état des lieux de l'action partisane et politique dans notre pays, le Maroc n'est pas à l'abri de ce qui se passe partout dans le monde. Le déclin des forces intermédiaires, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à notre pays. Le monde entier, vous voyez un peu ce qui se passe partout dans le monde, et le rejet, et des fois l'image, la perception du citoyen lambda au monde entier sur l'exercice politique. Parce qu'il y a, c'est vrai, nous avons notre particularité, nous avons notre spécificité, notre façon de faire l'exercice démocratique, c'est ce qui est en cours de construction. Je parlais tout à l'heure de la transition numérique. Aujourd'hui, le politique jouait le rôle d'intermédiation entre le gouverné et le gouvernement. C'est-à-dire le citoyen avait toujours, il était toujours à besoin qu'une personne prenne la parole en son nom. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacun peut exprimer ses besoins, ses attentes. Ces attentes sont peut-être passées par quelqu'un. Et c'est pour ça que j'ai la place, et ce j'en parle, je parle de la démocratie représentative, la démocratie participative. Regardez, c'est très difficile de garantir un engagement d'un citoyen d'un citoyen dans une dynamique de développement local ou dans une institution ou même dans une société carrément. Et c'est beaucoup plus productif quand il se sent qu'il est utile dans le processus de construction. Et aujourd'hui, quand le citoyen il n'est pas dans cette conscience, alors il part sur les réseaux sociaux, il exprime ses ambitions, ses envies, ses positions même, pas forcément mécontentement. Est-ce que ça veut dire que ça remet en cause, ou ça peut remettre en cause la légitimité même du politique aujourd'hui? Non, je ne suis pas d'accord. Dans une démocratie, on ne peut pas se passer des partis politiques, encore moins des élections. Parce que le citoyen lambda, il a le droit de s'interroger aussi sur la légitimité, sur l'utilité du politique. Aujourd'hui, c'est un appel, pas une adaptation, mais à une prise en compte de la place, de la transformation sociétale qui frappe de plein fouet toutes les sociétés qui est portée par le digital. Le digital au service de l'exercice politique. Alors, est-ce que le digital, pour vous, il a apporté de la transparence? Est-ce qu'il a, vous dites quelque part, il a modifié le rapport et la relation entre le politique et le citoyen, mais est-ce qu'en même temps, il apporte beaucoup plus de transparence sur les choses? Parce qu'on dit très souvent que comme Internet, ça peut être une mine d'informations et de data, et en même temps la plus grande poubelle du monde, mais en même temps, est-ce que les réseaux sociaux, l'écosystème aujourd'hui, a mis beaucoup plus de pression sur le politique, parfois même jusqu'à le dénuder? Non, pas à ce point-là. Le digital, en fait, c'est une phase de l'histoire de l'humanité où vraiment l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux sont non seulement un outil de travail, mais c'est devenu vraiment un mode de vie, un mode de fonctionnement, un mode de vie quotidienne. Et je pense qu'il y a des points positifs. Sinon, aujourd'hui, je pense nul ne puisse nier l'avantage
l'avantage de l'utilisation des TIC, je peux vous envoyer vers la gestion de la crise du Covid, où la distanciation remédier à la distanciation sociale était en grande partie résolue par le digital. Par contre, moi, quand je parlais le politique, il a sa place. Mais il y a le point positif du digital, mais il y a également des points négatifs. Je peux vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, vu l'avalanche d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, alors cela, des fois, peut également contraindre l'édification d'une opinion publique solide et structurée et positive. Des fois, ça donne même lieu à des aspects, à des positions consuméristes, voire extrémistes. Parce que c'est un peu, l'espace public, c'est pas la rue aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, et certains qui ne sont pas peut-être, qui sont dans des positions qui partagent d'autres valeurs, c'est ça en fait? Non, pas ça, c'est-à-dire c'est pas structuré, c'est-à-dire des fois on risque d'avoir un effet négatif de l'utilisation exacerbée et non rationnelle des réseaux sociaux au service de l'édification d'une opinion publique structurée et solide. Samuel Frey, on passe au deuxième round qui a pour thématique justement notre champ politique national est-il amoral ou immoral? Non, il est ce qu'il est, notre champ politique, il est ce qu'il est. Vous l'avez vu évoluer, je rappelle que vous avez eu vous-même des responsabilités en tant que député de 2012 à 2016. Vous êtes aussi professeur universitaire, vous avez un profil académicien, vous êtes à la fois engagé un pied dedans, un pied à l'extérieur. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que notre champ politique est amoral, c'est-à-dire qui est étranger un peu à cette forme de morale en tout cas? Moi j'ai toujours de morale citoyenne ou immorale? Pour faire la jonction entre l'université et le politique, moi j'ai toujours pensé que l'université est une source d'inspiration de la société. Parce qu'elle réfléchit à chaud, il doit toujours réfléchir et orienter et contribuer à l'orientation de la société. D'autant plus dans une espèce de transformation sociétale dont j'avais parlé tout à l'heure. Et la place de l'universitaire dans l'écosystème politique, pour moi, est une richesse. Est une richesse parce qu'il a la capacité, l'université a la capacité de réflexion, d'analyse, de synthèse, de transmission de savoir, de faire un plaidoyer. Alors, le champ politique, pour revenir à votre question, est-ce qu'il est amoral ou immoral? Moi, il est ce qu'il est, mon champ politique. Moi, je ne parle pas de point de vue éthique et religieux de la chose. Moi, je parle de point de vue, l'acteur politique doit donner l'exemple. Il doit être, pour moi, parce que l'engagement, réellement, c'est un acte réfléchi, c'est un acte volontaire. Ce n'est pas un acte instinctif, c'est-à-dire moi je m'engage, je me désengage. C'est-à-dire c'est comme un match, soit un match amical, où il y a sans enjeu, les gens s'amusent, ils s'éclatent, et puis voilà, quel que soit le score, voilà. Ou bien c'est un match avec vraiment un enjeu, et on doit vraiment remporter une compétition. L'engagement politique, pour vous, il y a un vrai enjeu, mais est-ce qu'il y a toujours un enjeu, et est-ce qu'on est d'accord sur l'enjeu? Parce qu'il y a enjeu et enjeu. L'enjeu, voilà, ouais. Exactement. Là, on arrive, on converge vers l'added value, la valeur ajoutée du livre, c'est que l'engagement permet de générer l'émergence de notre ambition collective. C'est-à-dire, nous, les Marocains, 35 millions de Marocains, notre ambition, c'est que notre pays continue dans son décollage, dans son projet de développement et devienne un pays émergent, comme il se doit, parce que nous sommes une grande nation à travers l'histoire qui a marqué l'histoire de l'humanité. Et de ce fait, moi, ce cheminement de moralisation de l'acteur, la moralisation, c'est comme je disais, c'est l'exemplarité, c'est la compétence, c'est la probité, c'est la priorisation de l'intérêt public à l'intérêt privé, c'est le sérieux dans l'exercice. C'est-à-dire, moi j'ai besoin de quelqu'un qui dit, moi j'ai fait ce que j'avais à faire et puis après le résultat, ça ne dépend pas de moi. Non, moi je veux un acteur qui fait tout pour atteindre un objectif, qui atteint un résultat. Et cela permet l'édification d'une ambition collective où chacun sait pertinemment que son engagement va
impacter le développement de notre pays. Et pour moi, l'acteur politique et l'acteur, quand je dis, pas uniquement au sein des partis politiques, mais quand je dis au sens le plus large possible. Le plus large possible. Samuel Belfré, parce que je rappelle que vous avez eu donc citoyen engagé, passage par l'engagement également politique, académicien, professeur universitaire. Le fait d'écrire ce livre qui a pour thème moraliser pour mobiliser, est-ce que c'est le fait aussi que vous êtes rendu compte durant ce long parcours, à la fois universitaire et à la fois politique, parce que vous avez mené les deux, est-ce que vous vous êtes dit, je vais tirer la sonnette d'alarme aussi, sans être un lanceur d'alerte, parce qu'il y a peut-être des choses aussi aujourd'hui où il y a un véritable enjeu, si on ne saisit pas et on ne monte pas dans le bon wagon au niveau de la morale, de l'exemplarité, du respect de l'éthique, ça va être compliqué pour notre pays. Très bien. Je vais vous donner un exemple concret, palpable, pour un peu illustrer un peu ce raisonnement. Regardez la régionalisation. C'est un projet amorcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Il a été amorcé en tant que chantier structurant de réforme territoriale. C'est-à-dire pour pousser plus, pour mettre toutes les chances autour de la démocratisation de notre pays, au niveau local et régional. Et ça permet également la libération des potentialités, les potentialités à travers les différentes régions de notre pays. Aujourd'hui, pour vous, est-ce que vous pensez que le citoyen lambda est réellement accorde une attention très particulière aujourd'hui au fonctionnement des conseils régionaux? Est-ce que c'est le cas? Je ne pense pas que c'est le cas. Je vous demande même, vous, où est-ce qu'il est. Il n'a pas été partie prenante de ce chantier de la régionalisation. Si, il a été partie prenante. Chantier de la régionalisation qui est à l'arrêt depuis plusieurs années. Je reviens là-dessus. Quand on disait que le chantier de régionalisation, c'est un changement profond, c'est un message fort, c'est un chantier parmi les chantiers phares des 2 dernières décennies. Aujourd'hui, quand l'acteur politique qui a en manette au sein de ces conseils régionaux aujourd'hui n'est pas conscient de son changement profond, et puis on se comporte comme si nous étions comme si rien n'avait changé. Comme rien n'avait changé, c'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire aujourd'hui, prenez les conseils régionaux, la plupart, moi je ne suis pas en train de faire l'état des lieux, c'est qu'en général, ce sont le fonctionnement des conseils régionaux, c'est des conventions qui se font avec les départements. C'est comme si, comme j'appelais, c'est comme un switch financier. Je reçois de l'argent et puis je mets en place une convention où je contribue par une telle somme. Ça reste un circuit fermé. Mais ça reste toujours une administration, mais pour moi qui n'a toujours pas atteint le degré de maturité pour répondre vraiment aux attentes amorcées et lancées et affichées au moment de lancement de ce chantier. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la même chose, je peux revenir même sur le... Et là, on est quoi sur le terrain de l'immoralité, de la moralité ou de l'inertie? Pas de l'inertie, c'est ça ce que je veux dire. L'absence de prise de conscience des enjeux. La société, c'est pas un groupement d'individus. C'est pas un groupement d'individus isolés. Une société, la famille, c'est le premier noyau embryon de la socialisation d'un individu. Et cette famille a besoin d'être orientée, d'être rassurée, d'être, d'être épaulée. Épaulée par les acteurs qui sont les acteurs de la chose publique. Aussi bien par les politiques, aussi bien les établissements représentatifs. Alors il y avait la Constitution de 2011 a mis en avant quelque chose de super important qui est en harmonie avec ce que je dis, c'est la démocratie participative. C'est-à-dire les citoyens, même au niveau des conseils régionaux, on va leur permettre... Droit de citer. Non, mais pas de droit de citer, le droit de contribuer à l'édification et au processus décisionnel. Et ça, les différentes institutions consultatives, comme le Conseil économique et social, et environnemental, le CNDH, le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, ce sont des institutions qui regroupent toutes les sensibilités, aussi bien politiques que universitaires, syndicales, associatives, pour pouvoir, c'est pas un lieu pour avoir une majorité ou une minorité, mais c'est un lieu de plaidoyer envers l'intérêt public, l'intérêt général. Alors cette tentative de mettre en place les fondements d'une démocratie participative pour remédier au dysfonctionnement de l'exercice représentatif qui, des fois... Est-ce que c'est pas plus trop théorique et pas suffisamment pratique, ce que vous dites là? Pourquoi? Est-ce que c'est plutôt le Samuel Belfré, l'académicien, qui
qui Non, je suis en train de théorise vous mettre un peu Oui. dans le bain de l'exercice. Je parle des conseils où j'ai siégé. Moi, j'étais président d'une instance consultative du développement économique du conseil régional Rabat Saliki Nitra. J'étais député, j'étais membre du conseil GPRE. Je suis en train de vous dire un postulat, un postulat dans une espèce d'approche constructive positive et analytique au service de remédier et d'assurer et de dire que l'engagement, pour moi, la moralisation, l'acteur politique doit donner l'exemple. Et d'ailleurs, Sa Majesté avait, lors du dernier anniversaire du Parlement, il a demandé de mettre en place une charte de moralisation. Une charte d'éthique. Une charte d'éthique de moralisation. Au Parlement, d'ailleurs, qui est en cours de validation, elle traîne d'ailleurs, ça traîne. Hein. Bah, ça traîne, ça, c'est au Parlement qu'il faut poser la question. Aussi, ça traîne. Mais pour moi, c'est un acte fort. Traîne. L'engagement citoyen, tout le monde en est bien conscient. Mais pour moi, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a également des secteurs, je parle du capital humain, peut-être c'est la dernière partie, mais j'en parle. Je dis pour moi, la substance de ces institutions repose sur le degré d'engagement des acteurs et des personnes qui sont aux commandes et qui sont sous les projecteurs du citoyen. On va en parler Voilà. dans le cas du troisième round thématique dans le cas de ce ring, l'ODJ TV Radio avec vous. Troisième round, politique, société. Qui doit moraliser qui? Dans la configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à la lumière de votre ouvrage, vous avez pensé et réfléchi et rédigé sur le sujet. Qui doit moraliser qui lorsqu'on met en perspective les deux acteurs principaux, à la fois le politique et à la fois le citoyen. Pour ne pas être très théoricien comme vous le prétendez. Non, c'était juste pour me dire est-ce qu'il y a... Je vais vous donner un exemple palpable. Oui. Voilà, c'est-à-dire, moi j'ai fait un état des lieux, j'ai un rappel historique sur l'exercice partisan dans notre pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, et puis l'évolution du champ politique, l'évolution de la place de la moralisation dans l'exercice politique. Et puis, je fais un postulat émanant de mon expérience personnelle, mais après, j'arrive à des propositions. Sinon, ça serait pas... Alors, comme proposition, je dis un député. Allez, prenons l'exemple. Un député, X, qui arrive et puis qui arrive à remporter une élection législative, et puis il revient 5 ans après. Je généralise pas, mais je parle de X. Alors pour les citoyens, pour lui, c'est une frustration. Comment se fait-il? Je vous ai vu à l'instant T, plus 5 ans, vous êtes de retour et moi je vous ai pas... Et moi il ne s'est rien passé dans ma vie, c'est ça? C'est même pas qu'il ne s'est rien passé, mais j'ai pas su, parce que c'était un contrat entre vous et moi. J'ai voté pour vous, mais j'aurais voulu savoir pendant ces 5 ans ce que vous faisiez, parce que vous me représentez. Vous êtes là, vous me représentez. Alors, je propose une chose qui est très simple. Parce que l'émancipation de la société passe également, pas uniquement par le législatif, elle passe également par le sentiment des citoyens dans le processus de construction, et qu'ils sont utiles, et qu'il y a leurs représentants doivent leur rendre des comptes, et qu'ils sont là, qu'ils ont une place dans cet écosystème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le citoyen qui doit demander des comptes, c'est-à-dire mettre la pression sur le politique? Voilà. Non, même pas ça, même pas ça. C'est dans l'autre sens. Bon, regarde, je vous donne. J'ai mis en avant, j'appelle pas un concept, mais une proposition qui dit, ça s'appelle la reddition sociétale des comptes. Ça veut dire quoi la reddition sociétale des comptes? Moi, je suis élu. Moi, je représente, c'est-à-dire je parle au nom des autres. Je suis un acteur public, je suis sur la scène politique. Alors, je dois rendre des comptes. Je rends des comptes déjà aux institutions de l'État, parce que l'État, il joue son rôle, mais également envers le citoyen, parce que c'est un ensemble. Alors, tous les ans, je propose, à la fin de chaque année, les partis doivent exiger à leurs députés de publier leur bilan annuel. Et comme moi, en tant que citoyen, je sais que monsieur le député X, voilà ce qu'il a fait, aussi bien au niveau local, au niveau régional, au niveau national, et j'ai une idée. Et au bout de 5 ans, le choix
mon choix est déjà, il a été construit au fil des 5 années. Mais en l'absence de ce bilan, il est difficile d'évaluer l'exercice de X ou de Y par le citoyen, en l'absence d'un retour permanent et quotidien. Est-ce que vous pensez que le politique chez nous aujourd'hui, député, parlementaire, ce que vous avez été d'ailleurs, je le rappelle, est-ce qu'il est prêt à ça? Est-ce qu'il est prêt? Vous avez bien vu, là on a un gouvernement qui est en place, c'est aux responsabilités depuis 30 mois, qui s'est prêté justement à l'exercice d'un bilan d'étape gouvernemental, et puis voilà. Donc il s'est exposé aussi à de la critique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc entre ceux qui sont convaincus, ceux qui ne sont pas convaincus, dans un exercice. Est-ce qu'à l'échelle d'un député, ce que vous dites est réalisable? Je dis de toute façon. Au-delà du fait que ce soit souhaitable, parce que c'est ce que vous souhaitez, mais. De toute façon, il y a un début à tout. Celui qui ne sait rien n'a rien. C'est-à-dire, sinon on ferait rien. On dit c'est pas possible, on n'avance pas, il faut essayer. Et puis après, rien n'est facile. Le plus important dans la vie, c'est pas le nombre d'échos que vous donnez, mais tout ce que vous pouvez endurer, on continue à avancer. C'est ça, les grands projets, c'est comme ça que ça démarre. Et je peux en citer plein. Je reviens, juste avant de revenir, le digital. Aujourd'hui, un appel. Regardez un militant qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres du siège central de son parti, et à qui on met à sa disposition une plateforme digitale où il donne son avis sur une position politique que le parti s'apprête peut-être à prendre. C'est vrai, il y a ces instances, il y a les instances nationales, régionales, locales, mais imaginez l'impact d'un militant qui aujourd'hui pense qu'il contribue dans l'édification, quitte à peut-être même faire des votes avant c'est au niveau de chaque parti, pas au niveau national, je veux dire. C'est-à-dire mettre le digital au service des militants permet aux militants de s'engager davantage dans leur parti politique. Est-ce que là, Samir Belfri, avec son dernier ouvrage Moralisé pour mobiliser un virage politique capital pour le Maroc, est-ce que vous êtes en train de dire, d'envoyer un message aussi aux politiques qui sont en responsabilité aujourd'hui, qu'ils soient ministres, qu'ils soient députés, qu'ils aient un mandat local, pour plus de transparence, plus d'efficacité, plus d'impact et plus de proximité. Utiliser les réseaux sociaux. On avait un député. Plus de proximité avec le citoyen. On avait un député, vous l'avez connu. Je crois qu'il était un peu député, un peu dans la même période que vous, Barba Lafrèche, qui, toutes les semaines. Oui, je me rappelle, il avait essayé. Il avait un podcast, il faisait le résumé, une compile de la semaine. Est-ce que vous inciteriez aussi tous les politiques à suivre le pas? Oui, pourquoi pas, mais ça peut être sous n'importe quelle forme. La forme, c'est pas moi qui mets ça en place. Ça peut être un broadcast, ça peut être un bilan, ça peut être un fichier, ça peut être des images. Ça peut en tout cas, une communication via les réseaux sociaux. Mais au moins, une interaction avec celui qui vous a mandaté pour le représenter. C'est-à-dire, moi, je suis certain que cela permet aux citoyens de dire tiens, ce député est revenu vers moi, alors moi davantage, je vais faire ma part du contrat. Et le contrat se fait au niveau des familles. Quand je dis au niveau des familles, parce que c'est là où les choses se travaillent. Quand vous avez 1,5 million de jeunes qui n'ont jamais été à l'école, ça c'est quelque chose de très grave. L'éducation, il y a une grande contribution de l'éducation dans le développement d'un pays, dans le PIB. Je peux vous donner l'exemple du Ghana, c'est 23%. Je peux vous donner également l'exemple du Kenya, c'est 16%, je ne me rappelle pas. Ça veut dire, moi ce qui m'intéresse, c'est l'adhésion, l'engagement des familles, des parents, au service de leurs enfants, pour qu'ils disposent plus de capacités de production pour servir la dynamique de développement. Or, cela repose sur leurs représentants, les gens qui sont aux commandes dans la gestion de la chose publique. Et quand il y a la déception, c'est une frustration qui s'installe. Et qui peut être durable comme le développement d'ailleurs. Et après, peut-être chacun fait ce qu'il veut, et puis cela entrave notre ambition collective. Samir Belfri, tout le monde nous parle beaucoup depuis qu'on a eu, et on s'en félicite tous, qu'on nous a attribué la co-organisation de la Coupe du Monde en 2030. On sait qu'il y a la CAN 2025. Lorsque vous, dans votre ouvrage, donc Moralisé pour mobiliser un virage politique capital pour le Maroc, est-ce que cette échéance et ce target 2025-2030 sur le terrain de la moralisation et de la mobilisation, est-ce que c'est un rendez-vous essentiel à surtout ne pas louper?
paix. Non, il ne faut pas le rater parce que c'est un moment avec l'histoire, c'est un moment avec l'histoire de notre pays. 2030, c'est pas une date, c'est pas une année comme les autres. C'est un projet qui a démarré, ça fait plusieurs décennies. Aujourd'hui, c'est une consécration, c'est une reconnaissance de la place du Maroc dans l'échiquier aussi bien sportif que de développement. Et je pense que cet essai, il s'agit d'un appel à tous les acteurs qui sont aux commandes de la gestion de la chose publique d'être à la hauteur de ce grand challenge, de ce gros moment qui, pour moi, est une partie de notre ambition collective. Parce que l'ambition collective, c'est avoir moins de disparités territoriales, c'est que chaque citoyen prospère et puis s'épanouit dans sa vie sociale. Et ce moment, pour moi, c'est un moment phare qui va contribuer également à avoir plus d'engagement, plus d'implication, plus de sérieux, bien sûr, sous le regard des différents acteurs, sous le regard des différents acteurs, notamment politiques, qui sont en commande. Samia Belfré, lanceur d'alerte avec Moraliser pour mobiliser, un virage politique capital pour le Maroc. Ce n'est pas une sonnette d'alerte, c'est un appel qui s'inscrit dans la construction positive et qui fait qu'on est dans la construction, qu'il y a des choses à rectifier, à réajuster. Il faut consolider les acquis pour l'intérêt de notre ambition collective, au service de la dynamique de notre beau pays. Merci beaucoup Samia Belfré d'être monté sur le ring, d'avoir mis le gant de boxe. C'est moi qui vous remercie pour cet échange. On peut être académicien, politique et politicien et être citoyen engagé et en même temps monter sur le ring pour un débat d'idées. Tout à fait, ça fait un immense plaisir. L'échange c'est toujours un moment de plaisir pour moi. Parfait.